De nouveau libre, après plus de 3 ans de captivité, Serge Lazarevich a été libéré. Le dernier otage français retenu dans le monde est en relative bonne santé, indique l'Elysée. Il fait actuellement route vers Niamey où sa famille doit le retrouver. Et cette libération serait le résultat d'efforts intenses du Niger et du Mali. À la une également, ce rapport hautement attendu outre-Atlantique. Le Sénat s'apprête à rendre public un rapport sur les méthodes de torture utilisées par la CIA. 500 pages controversées. Les Républicains mettent en garde contre une possible réponse contre les intérêts américains. Et puis le droit d'asile actuellement discuté à l'Assemblée nationale. La France débat aujourd'hui sur un projet de réforme objectif accélérer les procédures qui prennent en moyenne 2 ans. Le milieu associatif prévient. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. D'ici quelques heures donc, Serge Lazarevich retrouvera les siens, sa famille qui fait actuellement route vers Niamey, le Niger où l'on l'attend de pied ferme, l'ex-otage. Après plus de 3 ans de captivité, Serge Lazarevich a été libéré, relâché grâce à une intense coopération régionale. Le Mali, mais aussi le Niger ont beaucoup aidé. Quelques réactions donc à noter déjà, et celle tout d'abord évidemment du président François Hollande. On l'écoute. Il y a eu pendant de longs mois, très longs mois, des discussions et ce sont les autorités du Niger qui, une fois encore, nous ont permis, avec celles du Mali, d'obtenir cette libération. Que les Français prennent bien conscience que ces questions d'otages sont extrêmement douloureuses, mais que maintenant, nous n'avons plus aucun otage dans aucun pays du monde et nous ne devrons plus en avoir. Voilà, François Hollande promis à réagir après cette libération. Notre réaction à noter, celle du Premier ministre français sur son compte Twitter. Un long calvaire s'achève, une vie reprend. Immense soulagement pour Serge Lazarevich, déclarait à la mi-journée Manuel Valls. Les autorités françaises qui communiquent donc sur cette libération. On sait que Serge Lazarevich est en relative bonne santé. Il sera rapidement rapatrié en France selon la présidence. Après son arrivée à Niamey où sa famille doit le rejoindre. Sa fille, Diane notamment, est en route. Retrouvailles fortes et intenses en perspective. Le père et la fille ne se sont pas revus depuis plus de 3 ans. Cécile Galluccio. Le calvaire de Serge Lazarevich a commencé le 24 novembre 2011 au Mali, dans la localité de Hamboré. Il avait fait le déplacement pour affaires avec Philippe Verdon. Dans la nuit, ils sont enlevés dans leur hôtel par un groupe armé. Un enlèvement rapidement revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. À l'époque, Serge Lazarevich a 50 ans. Il est décrit comme un colosse. 1m98, 120 kg. Il est ingénieur. Philippe Verdon, lui, est géologue. Après 1 an et 8 mois de captivité, il est retrouvé mort en juillet 2013. Selon l'autopsie, il aurait été exécuté quelques mois plus tôt, en mars. Aucune nouvelle de Serge Lazarevich jusqu'à cette vidéo en juin dernier. Diffusée par une chaîne de télévision basée à Dubaï, difficile de reconnaître le français. Très amaigri, il dit s'exprimer le 13 mai 2014 et demande au président François Hollande d'œuvrer pour sa libération. Une requête réitérée quelques mois plus tard en novembre. Filmé dans l'habitacle d'un pick-up, en tunique grise, il dit craindre pour sa vie depuis l'intervention française en Irak. Il se dit très malade, victime d'hypertension sévère et d'asthme. L'Élysée a réagi à cet appel à l'aide dans un communiqué. Le président de la République est en contact permanent avec les autorités des pays de la région pour utiliser toutes les formes de dialogue permettant d'obtenir la libération de notre otage. Serge Lazarevich était le dernier Français dans le monde détenu en otage. Et on revient sur ce dossier avec vous, Virginie Hertz. Bonjour Virginie. Un mot peut-être sur les conditions de cette libération. On connaît quelques détails, des éléments ont déjà filtré. On évoque 2 choses, un échange de prisonniers. Tout d'abord, 2 hommes qui étaient retenus jusque-là au Mali. Oui, absolument. 2 hommes qui étaient retenus au Mali, à Bamako, et qui seraient les ravisseurs de Serge Lazarevich. C'est des hommes qui avaient été arrêtés quelques jours après la prise d'otage. On les avait retrouvés grâce à une puce qu'ils avaient laissée sur
sur les lieux. Il s'agit de Mohamed Ali Agwadoussen et Aïba Ag Sherif. Ils étaient complices. Il faut savoir pour la petite histoire qu'en juin dernier, ils avaient réussi d'ailleurs à s'échapper de la prison de Bamako. Ils avaient réussi à s'échapper pendant quelques jours. Ils avaient été ensuite repris. Et d'après plusieurs sources maliennes et nigériennes notamment, ces deux hommes c'est donc les ravisseurs de Serge Lazarevich, seront échangés en échange de sa libération. Des informations qui ne sont évidemment pas confirmées au niveau officiel. Nos confrères de RFI, en tout cas, précisent qu'ils étaient autrefois, ils étaient dans la garde, dans la branche malienne d'AQMI, et c'est grâce à un oncle, ou en tout cas c'est en raison d'un oncle qui était dans la branche malienne d'AQMI Ansardine, qu'ils sont passés en fait de l'armée au terrorisme, et c'est ces deux personnes-là qui seraient libérées aujourd'hui. Alors pour le moment, on attend Serge Lazarevich à Niamey. Dès qu'il sera arrivé sur place, le président nigérien Mamadou Issoufou devrait s'exprimer publiquement. Le Niger qui serait au centre des négociations pour cette libération. Oui, absolument. François Hollande, le président français, a rendu hommage même à l'intervention du Niger. Le président nigérien lui-même a fait un communiqué en disant que toute cette libération s'était passée grâce à la collaboration entre la France, les autorités nigérianes et les autorités maliennes également. Il y a un homme qui aurait joué un rôle clé, c'est le Touareg nigérien Mohamed Akotey, qui a également joué un rôle important dans la libération des 4 otages d'Arlit au Niger. C'était un rebelle. C'était aussi un homme qui, après avoir été rebelle, est devenu ministre au Niger, qui a eu d'autres responsabilités au niveau d'Areva et qui, effectivement, par ses connexions, aurait permis cette libération. Merci beaucoup Virginie pour cet éclairage. On va continuer à évoquer ce dossier avec un invité, Alain Chouet. Bonjour, vous êtes ancien chef du service de renseignement de la sécurité, la DGSE. Officiellement, la France refuse toujours de payer des rançons avec des preneurs d'otages. Cela a-t-il pu être possible selon vous dans ce dossier? Quelle a pu être la monnaie d'échange? On l'a évoqué à l'instant, ce potentiel échange de prisonniers. Bonjour, et puis d'abord sympathie et soulagement pour Serge Lazarevich et les siens. Il n'y a pas de prise d'otage sans contrepartie. Elles peuvent être financières, politiques ou de libération de partisans. En ce qui concerne AQMI, qui est très différent de l'État islamique en Irak, AQMI est d'abord une organisation criminelle et une organisation de grand banditisme qui a fait de la prise d'otage un moyen, une ressource habituelle et constante. Alors on peut imaginer tout de même qu'il y a eu des contreparties financières. Il y a certainement eu aussi des contreparties en libération, parce que AQMI est un mouvement mafieux qui fonctionne très exactement comme une mafia de façon féodale, et où le chef doit assurer la protection des siens. Donc il a sûrement exigé, les chefs d'AQMI ont sûrement exigé la libération de leurs camarades emprisonnés. Alors Serge Lazarevich maintenant libéré, que va-t-il se passer pour lui? On imagine qu'il va être débriefé, comme on dit, interrogé sur ses années de captivité. Ces détails peuvent s'avérer précieux. Oui, tout à fait, parce que ça permet de recouper un certain nombre d'informations que les services possèdent et d'identifier un certain nombre de personnes, d'endroits, les endroits où il a été, les personnes qu'il a rencontrées. Et ça, c'est absolument indispensable au suivi et à la prévention de futures prises d'otages. Alain Chouet, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce que l'on pouvait dire donc de cette libération survenue à la mi-journée. On attend maintenant les heureuses retrouvailles entre Serge Lazarevich et ses proches, sa fille notamment Diane, qui s'est battue ces dernières années dans les médias. Tous font actuellement route donc vers Niamey. Dans le reste de l'actualité internationale, ce volet sombre du renseignement américain qui doit être dévoilé aujourd'hui. Le Sénat rend public un rapport sur les méthodes de torture utilisées par la CIA après les attentats du 11 septembre 2001. 500 pages très attendues mais aussi controversées. Les Républicains mettent en garde contre de possibles dérapages en réponse aux éléments qui s'apprêtent à être dévoilés. Ashreen Verdian. Sécurité renforcée aux abords des ambassades américaines, ici à Berlin ou encore à Londres. Les services américains craignent des réactions hostiles, voire violentes, après la publication du rapport du Sénat américain. Il faut dire qu'il risque de faire l'effet d'une bombe. 500 pages qui révèlent les techniques d'interrogatoire musclées et controversées de la CIA, utilisées après le 11 septembre sur des terroristes présumés.
Barack Obama s'est montré favorable à la publication de ce rapport par souci de transparence. Juste après le 11 septembre, nous avons fait des choses qui étaient condamnables. Nous avons fait un tas de choses bien, mais nous avons torturé des gens. La commission du Sénat américain a enquêté pendant 3 ans sur ce programme créé en secret. Simulation d'exécution, de noyade, privation excessive de sommeil, menaces d'agression sexuelle. Des pratiques d'interrogatoire mises en place sous George W. Bush après le 11 septembre. Selon le rapport du Sénat, ces techniques n'ont permis d'obtenir aucun renseignement qui n'aurait pu l'être par d'autres méthodes. Des conclusions contestées par des responsables américains du renseignement et de la lutte antiterroriste. Les défenseurs de George W. Bush soutiennent de leur côté que des informations obtenues grâce à ces pratiques ont permis notamment de retrouver Oussama Ben Laden. Et c'est dans ce contexte que les forces américaines ont été placées en état d'alerte avancé dans le monde. Déclaration à Bagdad de Chuck Hagel, première visite surprise du secrétaire américain à la défense en Irak, et probablement sa dernière d'ailleurs avant son remplacement par Ashton Carter. 1500 hommes doivent rejoindre prochainement les contingents déjà sur place dans le pays. Et malgré l'aide apportée, le succès de la campagne anti-djihadiste dépend, selon lui, avant tout des Irakiens eux-mêmes. Chuck Hagel qui a fait état cet après-midi de progrès solides dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Allez, ce rapport à présent plutôt optimiste de l'Organisation mondiale de la santé. Le paludisme tue moins qu'il y a 15 ans. Selon l'OMS, le nombre de personnes décédées de la maladie a baissé de près de moitié depuis l'an 2000. De bons résultats, même s'il reste encore 198 millions de cas recensés. Écoutez tout de suite le directeur du programme mondial de l'OMS contre le paludisme. Le principal message qui ressort de notre rapport 2014 sur le paludisme est que nous faisons des progrès significatifs. Ce sont même les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais obtenus dans notre combat contre le paludisme. Le plus significatif, sans doute, c'est qu'entre 2000 et 2013, nous avons divisé presque par 2 le nombre de morts. Ils viennent d'Afrique, d'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient et ont tous le même espoir, obtenir le statut de réfugiés pour fuir la violence de leur pays. Alors que les demandes d'asile explosent partout en Europe, la France débat aujourd'hui sur le projet de réforme du droit d'asile. Le texte est présenté ce mardi aux députés. On retrouve tout de suite en direct de l'Assemblée nationale James André. James, bonjour. Que propose au juste ce nouveau texte ? Bien écoutez, déjà, très clairement, il s'agit d'une transposition d'une directive européenne en droit français. Ce que propose ce texte, c'est un certain nombre d'engagements. La simplification de la procédure, son raccourcissement, puisqu'aujourd'hui, il faut entre 18 et 24 mois pour qu'un dossier soit examiné. Cela passerait à 9 mois. Et également des conditions d'accueil plus dignes. Voilà les grandes lignes de ce projet. On parle de 55 postes supplémentaires pour l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et donc, un renforcement global des moyens. Alors un texte qui est loin de faire l'unanimité, y compris au sein du milieu associatif, qui dit attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui, alors absolument. Je me suis entretenu hier avec Pierre-Henri, qui est le président de France Terre d'Accueil, et lui me disait qu'il y a un certain nombre de problèmes. Le premier étant un problème budgétaire, parce que si on regarde le budget 2015, il y a finalement moins de crédits alloués à l'ensemble du programme pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile qu'il n'y en avait en 2014. Donc baisse de budget compensée selon les pouvoirs publics par la réduction de cette durée d'étude du dossier, ce qui permettra de les loger moins longtemps dans des foyers et donc de faire un certain nombre d'économies. Donc il dit voilà, manque de moyens pour mettre face à cette demande, et il explique également qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Alors juste pour rappeler un petit peu comment ça se passe à l'OFPRA, c'est que quand un demandeur d'asile se présente, le but de cette organisation est de définir si oui ou non on va lui accorder le statut de réfugiés politiques et de l'asile en France, la protection de la France. Et évidemment, c'est quelque chose de très important. Donc, ce sont des enquêtes assez poussées. Par exemple, on va pouvoir questionner la personne sur les villes qu'il dit avoir, par exemple, traversées, les lieux où il dit avoir été victime, par exemple, de menaces. Alors, on va lui demander, par exemple, est-ce qu'il y a une horloge sur le clocher de l'église ? Et il va falloir que cette personne, qui est souvent en état de détresse, de difficulté, va devoir répondre à ces questions qui sont parfois difficiles.
difficile. Il y a évidemment la barrière de la langue, il y a des barrières culturelles. Alors par exemple, Monsieur Henry me disait qu'une bonne chose, c'est que maintenant les candidats à l'asile allaient pouvoir être accompagnés d'un tiers lorsqu'ils se présentent à leur premier rendez-vous à l'OFPRA. Mais il dit voilà, malgré tout, il faut du temps pour pouvoir statuer sur ces cas et qu'il va falloir beaucoup de moyens pour être en mesure de continuer à faire ce travail correctement. Merci beaucoup, James, en direct donc de l'Assemblée nationale. Toujours en France, un premier départ annoncé à la CGT. Éric Lafont, administrateur trésorier du syndicat, a démissionné. C'est lui qui avait validé les dépenses coûteuses dans l'appartement de fonction et le bureau de Thierry Lepan, le numéro 1 de la centrale syndicale, qui est de nouveau sur la sellette. La commission exécutive est réunie depuis ce matin pour examiner une nouvelle fois l'affaire. Depuis mi-novembre, les voix demandant son départ se seraient multipliées. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, un rappel du principal titre de cette journée. Une bonne nouvelle, de nouveau libre après plus de 3 ans de captivité. Serge Lazarevic a donc été libéré. Le dernier otage français retenu dans le monde est en relative bonne santé, indique l'Élysée. Il fait actuellement route vers Niamey où sa famille doit le retrouver. Cette libération qui donc est le résultat d'efforts intense du Niger et du Mali a tenu à souligner François Hollande. Voilà, fin de cette édition. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau point complet sur l'info. À tout à l'heure.